Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kiosque. Au sommaire, ce dimanche, bourreau pour les uns, victime pour les autres, l'ancien président ivoirien plaide non coupable de l'accusation de crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. La CPI à qui on reproche une justice des vainqueurs. Où en est la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Quel est le risque d'instrumentalisation politique du procès de Laurent Gbagbo? Cible de la droite, caution de la gauche, Christiane Taubira quitte le ministère français de la Justice en pleine polémique sur la déchéance de nationalité. Sa démission consacre-t-elle le virage sécuritaire du gouvernement? Le gouvernement de François Hollande est-il d'ailleurs encore de gauche? À quel point le centre de gravité de la société française s'est-il déplacé vers la droite? Grogne sociale ce mardi en France, notamment contre l'ubérisation de la société. Est-ce l'avenir de l'économie? Nouvelle façon de consommer, est-ce aussi une nouvelle façon de travailler? Comment faire évoluer les métiers et le monde du travail? Le numérique est-il le nouvel épouvantail sur le marché de l'emploi? Mais tout d'abord, voici nos kiosqueurs. Francis Laloupeau, journaliste à la radio internationale africaine Africa numéro 1, professeur de géopolitique à l'Institut pratique de journalisme à Paris et président de l'Observatoire des réformes et géopolitiques d'Afrique et partenaire d'Europe. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, Paris, après des postes à Bruxelles et en Asie du Sud-Est. Pierre Aski, cofondateur de Rue 89, longtemps au quotidien français Libération, notamment à la tête du service international. Et depuis 2007, donc, vous pilotez en ligne ce site d'information et de débat sur l'actualité. Et enfin, Yves Tréhard, éditorialiste au quotidien français Le Figaro, une longue carrière dans la presse hexagonale depuis une quinzaine d'années, donc au Figaro. Merci à vous quatre d'être ici en plateau ce dimanche pour discuter, analyser l'actualité. Le procès de Laurent Gbagbo s'est donc ouvert cette semaine devant la Cour pénale internationale. Rappelez-vous, c'était il y a 5 ans, le 11 avril 2011, l'ancien président ivoirien était arrêté. Et voilà comment l'annonçait la TCI, Télévision Côte d'Ivoire, une télévision créée lors de la crise post-électorale pour donner des informations du camp adverse, celui d'Alassane Ouattara. Regardez bien, ces images avaient frappé les esprits à l'époque. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir. À vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. C'est ce qui vient d'arriver donc à Laurent Gbagbo. L'ancien président a été arrêté à mi-journée par les forces républicaines qui mettent ainsi fin à donc, son entêtement à vouloir coûte que coûte conserver un pouvoir qu'il a pourtant perdu dans les urnes. Vous voyez là donc les images de cette arrestation. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. 5 ans plus tard, donc on vient de le voir, Laurent Gbagbo est jugé pour sa responsabilité dans la guerre civile post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois, des crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution, actes inhumains. 5 ans plus tard, Alassane Ouattara a été réélu à la tête d'un pays toujours divisé. Alors reporté à plusieurs reprises, ce procès sera scruté par les deux camps puisqu'il repose la question cruciale des rapports entre justice et réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc première question, que faut-il attendre de ce procès, Francis Laloupeau? Il faut dire qu'on est au début d'un long processus judiciaire parce que c'est un procès qui est prévu pour durer 3 ou 4 ans. Et par ailleurs, c'est un procès qui a un caractère un peu expérimental pour la Cour pénale internationale puisque c'est la première fois qu'on juge un ancien chef d'État. Donc voilà, pour la CPI, c'est également un pari, un challenge, je dirais, judiciaire assez important. C'est un procès pendant lequel plusieurs questions seront posées. D'abord, la première question, ce serait de démontrer la capacité en fait de la procureure Fatou Bensouda à démontrer l'implication directe de Laurent Gbagbo dans les actes incriminés, dans les actes en tout cas qui lui sont reprochés, implication directe en tant que co-auteur direct, dit-on, donc de ces actes-là. Autre question également, ce serait de pouvoir dissocier pendant ce procès, parce que ça serait la ligne de défense des avocats de Laurent Gbagbo, de dissocier la crise post-électorale de la longue crise finalement qui a démarré depuis 2002 et qui a abouti à la guerre, à ce qu'on appelle la crise post-électorale, mais qui au fond était une guerre en 2011. Et par ailleurs, il faudrait voir l'impact de ce procès sur ce qu'on appelle le processus de réconciliation. Est-ce que ce procès va ralentir ce processus ou plutôt l'activer, ou il faut plutôt penser qu'il va en tout cas geler pendant quelque
le temps ce processus de réconciliation, puisque les clivages sont forts, ils sont toujours puissants au sein de la société ivoirienne. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a toujours deux camps comme ça qui sont face à face. Il y a ceux qui considèrent que Laurent Gbagbo est une victime, ceux qui considèrent finalement qu'il n'est qu'un prévenu comme un autre qui doit répondre de ses crimes. Une dernière chose, c'est qu'il faudra aussi pendant ce procès faire oublier, enfin la procureure devra faire oublier le fait que jusqu'à présent aucune inculpation n'a été prononcée contre des personnalités suspectes également d'avoir commis des crimes dans le camp du président Ouattara. Donc voilà à peu près quelques enjeux, en tout cas, qui sont aujourd'hui au cœur de ce procès. On va les reprendre point par point, parce que je crois que vous avez fait un bon résumé de la situation. On va reprendre maintenant point par point tout ça. Sur ces deux camps et ce clivage entre les deux camps, je vous propose de regarder une de cette semaine. C'est un procès, on le disait, très attendu, qui sera très suivi. Le début de la fin pour l'ancien dictateur, titre Le Patriote, qui évoque un marathon judiciaire et à l'autre bout du spectre médiatique, un procès de la honte en une du quotidien pro-Gbagbo, Le Temps. La CPI s'en défend, mais quel est le risque d'instrumentalisation politique de ce procès, Yves? Écoutez, moi je suis pas, il n'est pas question pour moi d'être pro-Gbagbo ou anti-Gbagbo, c'est pas mon rôle. Simplement, moi je condamne violemment ce procès pour plusieurs choses. D'abord, je suis contre la justice internationale. Je ne vois pas de quoi et en vertu de quelle autorité peut s'ériger une justice universelle qui vient juger quelqu'un. Ça, c'est vrai pour n'importe quel responsable politique et chef d'État. La deuxième chose, c'est que pour connaître un peu la Côte d'Ivoire, si vous voulez, et avoir suivi Gbagbo, que j'ai connu, moi, dans l'opposition, à Houphouët-Boigny il y a fort longtemps, Gbagbo, c'est pas un dictateur sanguinaire qui mérite ce type ce style de procès. Il y a eu des exactions très violentes, il y a eu des horreurs qui ont été commises pendant ce qu'il faut appeler une guerre civile entre les partisans de Ouattara et les partisans de Gbagbo, c'est évident. D'ailleurs, les responsabilités et les horreurs, à mon avis, qui ont été commises sont partagées, parce qu'il y en a eu qui ont été commises aussi par le camp de Ouattara, et notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'époque de cette guerre, il y a eu des horreurs qui ont été commises, c'est évident. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut affirmer. Troisième chose, dans le camp Gbagbo, je ne suis pas certain que Laurent, le dénommé Laurent, soit le plus violent, si vous voulez. Parce qu'il y a aussi le contexte politique ivoirien qu'il faut mettre en lumière. Et quand vous en parlez, par exemple, avec Alassane Ouattara, ça m'est arrivé d'en parler avec lui, il dit, bon, Gbagbo, on va l'envoyer à la Cour pénale internationale, mais pour faire en sorte que le pays soit pas à feu et à sang avec un procès qui concernerait Gbagbo, Blé-Goudé, le sinistre Blé-Goudé pour le coup, qui est lui à la CPI. Et Madame Gbagbo, qui a un rôle très important dans cette histoire, eh ben, on va faire en sorte que Simone soit jugée localement. Comme ça va peut-être calmer un peu Ce procès est non avenu pour Pierre moi. Aski, procès non avenu, nous dit Yves Tréhard. Je suis d'accord avec une partie de ce que dit Yves. Je ne suis pas d'accord sur son préambule. Moi, je pense que la justice internationale est un concept qui mérite d'être tenté, parce que c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur tous les apprentis dictateurs ou tous les apprentis tyrans, à condition qu'elle soit crédible. Et le problème, et c'est là que je rejoins Yves, c'est que ce procès décrédibilise la justice internationale, qui se transforme une fois de plus, et c'était ce que tous ces promoteurs voulaient éviter, en une justice du vainqueur, et non pas une justice neutre au-dessus des conflits. C'était un petit peu la grande leçon de la justice internationale, c'était que Nuremberg, c'était la justice des vainqueurs, c'était les Américains et leurs alliés qui jugeaient la partie qui avait perdu la guerre. Et là, on essayait de passer à autre chose, qui était de monter d'un cran et d'avoir une justice neutre. En l'occurrence, c'est pas le cas, et c'est d'autant moins le cas qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, les partisans de Gbagbo estiment que, en gros, c'est Sarkozy qui a fait tomber Gbagbo et ses alliés dans la justice internationale qui sont en train de terminer le boulot. Et l'autre
aspect qui est étrange, c'est effectivement que Simone Gbagbo, qui elle, a été jugée en Côte d'Ivoire, lourdement condamnée, et que personne dans le camp Ouattara n'a été jugé. Donc tout ça crée un climat où la lisibilité de cette justice internationale est proche de zéro. Richard. Oui, c'est incontestablement un procès qui est entouré de doutes, et c'est tous ces doutes qui viennent d'être évoqués. Et je dirais, il y en a un autre qui va s'ajouter, c'est que la justice internationale est longue. Elle est compliquée. Donc, autrement dit, on va avoir un spectacle judiciaire qui va être compliqué à comprendre, qui donc va contribuer à une sorte d'écran de fumée autour de ce procès. Mais quand même une chose, ça peut être aussi le procès qui permet de lever les doutes. Parce que si Gbagbo arrive à démontrer, et via sa défense, et sûrement lui-même on a l'impression qu'il va lui-même beaucoup participer à ce procès, s'il arrive à démontrer qu'il n'a pas été l'ordonnateur des crimes dont la procureure dit avoir les preuves, alors à ce moment-là, on peut voir aussi une justice internationale qui démontre, qui regagne en crédibilité. Donc je crois qu'il faut quand même pas, maintenant que le procès est ouvert, il ne faut pas le terminer au début. Est-ce que la crédibilité, c'est pas aussi de juger les deux camps, le camp Gbagbo, le camp Alassane Ouattara? Est-ce qu'Alassane Ouattara peut craindre des révélations depuis son palais de Cocody? Alassane Ouattara avait promis qu'il était tout à fait disposé à ce qu'on enquête sur son camp, sur Soros notamment, le Premier ministre, qui était, enfin l'ancien Premier ministre, puisque qui était soupçonné, enfin, ou ses hommes en tous les cas étaient soupçonnés d'avoir commis quelques exactions ou plusieurs. Alors, Soro est poursuivi, mais il est poursuivi au Burkina Faso. Voilà, alors au Burkina Faso, oui, mais pour compliquer encore les choses. Et pas pour. D'ailleurs, c'est assez justifié puisqu'il y avait une très grande proximité entre Blaise Compaoré et lui. Enfin bon, tout ça. Parce que Ouattara était quand même le grand ami de Blaise Compaoré. D'ailleurs, où se trouve Blaise Compaoré aujourd'hui? Il est précisément en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, parce qu'il y a une héroïne de l'histoire quand même. Parce qu'au moment où démarre ce procès, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, qui a été quand même le porte-parole de la rébellion en 2002, devenu finalement un proche de Ouattara, son Premier ministre, est sous le coup d'un mandat d'arrêt qui est émis par le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui s'est débarrassé de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, aujourd'hui, en exil en Côte d'Ivoire. Tout ça est intéressant, je dirais, historiquement. Mais cela dit, je pense qu'il faut émettre quelques réserves quand même sur ce que disait Yves Tréhard sur la Cour pénale internationale. C'est vrai qu'il y a comme ça une manière de rejeter la Cour pénale internationale en bloc. Non, je pense que ce n'est pas très juste. Je pense que le long chemin qui est fait depuis des années pour la mise en place d'une justice internationale, ce chemin, il est absolument utile et nécessaire. Comme celui qui a été fait pour mettre en place l'ONU. On peut également critiquer l'ONU, on peut également critiquer évidemment toutes les organisations internationales, on peut critiquer aussi, je dirais, la longue quête d'une morale internationale, même si on ne sait pas très bien ce que cela signifie. Mais je pense que c'est bien d'avoir quand même, je dirais, une morale internationale, une justice qui soit au-dessus, quelque part, des États. Et il faut préciser que la Cour pénale internationale ne va pas chercher les prévenus chez eux. Ce sont les États qui proposent. Mais je repose la question à Alassane Ouattara, qui n'est pas inquiété, le camp d'Alassane Ouattara qui n'est pas inquiété. Est-ce que justement, ça n'est pas ce qu'il faudrait pour cette justice internationale? Alors, on nous promet évidemment qu'il y aura des enquêtes qui seront menées dans les deux camps, c'est-à-dire que ça devrait dans le camp plutôt de Ouattara. On verra bien, peut-être qu'il faut faire confiance au temps de la justice également et que cela va se produire, mais on n'imagine pas, par exemple, qu'au bout de son mandat, son dernier mandat, je suppose, de M. Ouattara, qu'aucune personne de son camp ne soit inquiétée par la justice. Ce serait inimaginable. Là, évidemment, on pourrait conclure à la justice des vainqueurs. Mais pour l'instant, il faut peut-être laisser à la justice le temps de la justice. Pierre Aski, ensuite Richard Verly. Mais on reste là encore dans l'instrumentalisation de la justice, parce qu'on voit très bien que si ce procès a un écho qui n'est pas favorable au président Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'une partie des partisans de Gbagbo continuent à le soutenir et pensent que la Cour n'apporte pas les preuves suffisantes, on va lâcher quelques boucs émissaires dans le camp Ouattara. On a des rapports internationaux qui ont montré les exactions des deux côtés, donc c'est pas très difficile de savoir qui et sur quel fait poursuivre des gens, mais là on reste dans une instrumentalisation politique de la justice et c'est pas formidable pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors la réconciliation, pardon Richard, pour revenir là-dessus, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a eu une commission réconciliation-vérité, les conclusions n'ont jamais été rendues, elles sont restées secrètes. Est-ce que là aussi c'est une clé ?
Oui, incontestablement, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que s'il y a une justice internationale et qu'on y croit, il faut la laisser se dérouler et voir comment les débats vont se passer et quels sont les éléments qui vont être apportés. Moi, j'ai quand même une vraie réticence à entendre d'emblée condamner un processus et condamner un procès. Laissons le procès se tenir. Encore une fois, à mon avis, avec cet énorme risque que ça va être compliqué, difficile à comprendre, mais on a vu dans d'autres procès de la Cour pénale internationale que des éléments importants ont été apportés en lumière, la lumière a été faite sur des éléments importants, et je crois que maintenant que ce procès a démarré, laissons aux juges et laissons aux avocats le soin de le mener dans les meilleures conditions possibles. Yves ? Oui, je pense qu'il n'est pas mauvais aussi de voir en contrefond de cette histoire le rôle de la France quand même. Et moi, encore une fois, je ne suis pas du tout pro Laurent Gbagbo. Pour moi, il incarnait le vrai homme politique africain, qui était un véritable opposant. Hein, et c'est quelqu'un qui a pris des risques, qui a d'ailleurs été en prison, c'est ancien prof d'histoire. Enfin bon, il a quelque chose. Mais la France a quand même pris parti dans ce conflit. Elle s'est présentée comme arbitre, mais quand même, elle a voulu dégommer Laurent Gbagbo. Il faut le dire. Elle l'a dégommé, Laurent Gbagbo. Oui. Peut-être que, sans doute, que les forces de Laurent Gbagbo n'auraient pas... Enfin, c'était très éloigné de beaucoup du processus démocratique, ça, c'est évident. Mais quand même, enfin, je veux dire... On l'a laissé tomber. Et la façon dont on l'a traité quand il a été arrêté, par exemple, ces images sont humiliantes. Enfin, comment... on a voulu abattre cet homme, sincèrement. La France a voulu dégommer. J'entends bien ce que dit Yves Tréhard, mais c'est vrai que dans ce genre d'histoire, il n'y a pas un facteur, il y a une conjonction de facteurs. Je pense que je suis pas socialiste. Cette rébellion est née quand même, je dirais, d'un sentiment de frustration énorme que ressentait une partie de la population ivoirienne. On se souvient des tristes, des sombres heures de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. C'était quand même, je dirais, que s'inspirait beaucoup de ce qu'ils appelaient eux-mêmes le national-socialisme. Dont il n'est pas l'auteur. Dont il n'est pas l'auteur, mais bon, ceci dit, la question de l'ivoirité ne s'est pas éteinte avec Gbagbo quand il est arrivé au pouvoir. Moi, ça me gêne toujours. C'est vrai que, voilà, l'histoire ivoirienne est très compliquée. Et c'est vrai que si on réduit ça simplement, je dirais, à la victimisation d'un homme, évidemment, il y a de bonnes raisons de le penser, qu'il y a eu une implication de la France qui est absolument critiquable. Je pense que les accords de Marcoussis, la manière dont ils ont été orchestrés à l'époque, était une erreur historique majeure, qu'on ne vient pas faire la paix d'un pays africain souverain en guerre ou en conflit sur les bords de la Seine. Et que, de ce point de vue-là, Jacques Chirac et, à l'époque, Dominique de Villepin se sont trompés complètement d'époque. C'est vrai, tout cela envoyait des signaux mauvais, des signaux qui étaient d'ailleurs récupérés par les partisans de Laurent Gbagbo. Blé Goudé, qui en a fait finalement son cheval de bataille en disant à chacun son français, en disant, bon, finalement, on n'a plus rien à faire avec les Français, il faut les détruire tous, ceux qui sont présents en Côte d'Ivoire. On a vu quand même la chasse à l'homme également en Côte d'Ivoire. Alors, l'instrumentalisation, évidemment, du sentiment anti-français, l'instrumentalisation d'une sorte de nationalisme absolument douteux, absolument pervers. Tout cela, évidemment, participait de la crise ivoirienne. Mais je ne pense pas qu'il y a eu d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais. Je pense qu'on a assisté simplement à des règlements de compte des héritiers de M. Houphouët-Boigny, qui n'a pas su, évidemment, assurer sa succession, qui a été un président à vie jusqu'à sa mort, et dont les enfants, donc les héritiers, directs comme Alassane Ouattara ou Bédié, ou son fils putatif comme Laurent Gbagbo, ou enfant indirect ou naturel, ce sont tous, évidemment, étripés sur la scène publique. C'est cette histoire qui continue encore aujourd'hui, et ça continuera, évidemment, jusqu'à la fin, peut-être, du mandat de M. Alassane Ouattara, parce que c'est un peu la fin des héritiers aussi qui se joue en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, donc premier président de la République de Côte d'Ivoire. Pierre. Oui, juste un mot sur le contexte, et je pense que la crédibilité de la CPI est en jeu aussi par rapport à ce qui se passe ailleurs en Afrique. Quand on voit la crise du Burundi en ce moment, le fait que les rouages internationaux comme la CPI ne soient pas encore totalement convaincants et ne jouent pas ce rôle d'épée de Damoclès sur des dirigeants qui voudraient commettre des exactions. On le voit bien puisque le Burundi est en train de s'enfoncer dans la violence. C'est effectivement assez grave et c'est là que je donne acte à Richard qu'effectivement le procès sera long et la Cour aura peut-être la chance de montrer la validité du processus. Disons que pour l'instant le démarrage est plutôt raté.
Richard, vous avez quelque Oui, chose c'est vrai, à le démarrage est ajouter à ça? raté. Encore que, je veux dire, quand on voit Gbagbo dire je plaide non coupable, je veux dire, on peut s'attendre à un procès qui va être fort, un procès qui va être, je dirais, argumenté. Oui. Et finalement, on l'a voulu, cette justice internationale, que je sache. Il y a eu quand même un consensus pour l'obtenir. Donc, si à chaque fois on se met à détruire ce que la communauté internationale a mis tant de temps et d'énergie à Et en construire. même temps, cette cour pénale, elle n'est pas vraiment reconnue par les Bah, ni États les de l'Union États-Unis, africaine, ni les Israéliens. ni les États-Unis, ni les Non Chinois, ratifié. etc. Si Tout ce que les Donc, quel États-Unis et intérêt les aura... Israéliens ne reconnaissent pas est illégitime, alors on peut dresser une liste assez Mais, longue. quand même. mais au final, la question se pose quand même, quel intérêt, quelle importance aura ce verdict dans le procès Gbagbo? Bah, l'intérêt, c'est que voilà, c'est vrai que il y a un débat. Vous connaissez ce débat qui dit que voilà, jusqu'à présent, la Cour pénale internationale s'en est pris qu'à des Africains. Bon, Milosevic est mort voilà. trop tôt. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que souvent ce débat cache au fond les faits qui sont incriminés, qui sont reprochés à ces individus. Parce que la plupart des gens qui ont été devant la Cour pénale internationale ou qui sont aujourd'hui en prison à La Haye, je dis, quand vous penchez sur le pédigré, c'est quand même pas très, c'est pas reluisant. Et par ailleurs, vous savez, moi ça me fait penser un peu aux mêmes reproches qu'on fait aux missions onusiennes en temps de conflit. Oublions de dire qu'en fait, dans tous les pays où sont installées les missions onusiennes, ce sont des pays où l'État était défaillant, où évidemment il y avait une faillite de l'État. Et quelque part aussi, on peut faire on peut faire le parallèle avec la Cour pénale internationale en disant que c'est quand même parce que les cours, les justices nationales sont défaillantes souvent, que la Cour pénale internationale prend le relais pour essayer de dire la justice. Et on verra bien au bout de ce procès, finalement, si cette Cour s'est discréditée ou pas. Elle n'a pas intérêt, cette Cour, finalement, je veux dire, à perdre son crédit. Ben, ça se joue sur la scène internationale et devant le monde entier. Donc, je pense que cette justice-là est un challenge bien plus important, souvent, que celle qui se joue, cette justice, en tout cas, dans les pays, au sein des nations. Alors, la prochaine présidentielle, on va faire un peu de politique fiction, si vous le voulez bien, pour terminer sur ce thème. La prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu en 2020. Le procès de Laurent Gbagbo doit durer 3 ou 4 ans. S'il était libéré, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il revienne, puisqu'il a des soutiens en Côte d'Ivoire, ils sont forts? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Est-ce que son camp se pose cette question? Essaye d'imaginer ce scénario. C'est un homme déterminé, c'est-à-dire que s'il pouvait prendre sa revanche démocratiquement, il la prendra, il la prendrait. Mais bon, puis alors Simone derrière qui doit... bon, mais... Qui est emprisonné pour 20 ans normalement. Non, mais il y a des partisans de C'est Gbagbo. pourvu en cassation, mais enfin... Si vous voulez, il ne faut pas oublier que vous avez les partisans de Gbagbo qui sont encore là, vous avez une vie politique ivoirienne qui est assez riche quand même, mais vous avez aussi un pays... Assez riche, mais vieillissante, une classe Alors, politique justement, vieillissante. Yves Tréa dit Gbagbo est fatigué. Moi, j'ai envie de dire la Côte d'Ivoire est fatiguée. Et quand je dis Oui, enfin, c'est un la pays fin qui de... fait quand même 9% de croissance. Oui, hein. non, mais la Côte d'Ivoire est fatiguée de ces conflits. Oui, c'est ce oui, que je veux oui, dire. oui, oui, c'est ça. oui. Et je pense que, franchement, Non, ça, vous aujourd'hui, avez d'accord. les Ivoiriens aspirent à la fin de ce que j'appelle la guerre des héritiers. Il faut que cela s'arrête. Vous avez d'accord. Mais je pense que la France et la Côte d'Ivoire partagent une chose, c'est qu'on n'a pas envie de voir le même casting aux prochaines élections présidentielles. Ce sera le mot de la fin, je crois, si vous le voulez bien. On va passer à la France, justement, puisque je crois que la transition est toute trouvée. C'est une petite phrase célèbre que l'on cite régulièrement quand un ministre quitte un gouvernement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. La phrase est assez connue en France. Citation entendue cette semaine encore après le départ de Christiane Taubira, qui par ailleurs n'avait jamais donné l'impression de se censurer. Frantz Fanon disait « L'important n'est pas ce que l'on a fait de toi, l'important est ce que tu fais de ce que l'on a fait de toi. » Lorsqu'il dit « Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ?» Si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené... C'est personnel. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point
Je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Il y a quelque chose qu'on fait dans la société créole, dans les sociétés créoles, donc en Guyane, mais ailleurs aussi. C'est un langage très féminin et c'est ce que ça m'inspirerait. Ça s'appelle un chip. Chip. Un chip. Il y a un concentré de dédain. Concentré de dédain. Je ne pense pas à être dans l'histoire. Il sera bien temps, lorsque mes os auront blanchi, qu'éventuellement on réfléchisse s'il y a nécessité à me momifier au-delà de cela. Mais pour l'instant, non, je veux conserver mes nerfs et ma chair. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Alors, rares sont les ministres à avoir démissionné par désaccord avec la politique menée. Est-ce que c'est un acte de résistance politique, Yves Tréhard? Non, c'est absolument pas un acte de résistance politique et je crois que de ce point de vue, le Premier ministre a eu raison en disant que résister, c'est affronter la réalité qui est bien dure actuellement. On rappellera donc son tweet qu'on a sous la main, qu'on va pouvoir montrer. Oui. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est un acte, c'est même pas un acte de courage, c'est un acte de mise en conformité avec ses convictions. C'était tout à fait étonnant que Mme Taubira reste à ce poste quand on connaît la force de ses convictions, quand on connaît la force de son caractère. On se demandait bien ce qu'elle faisait là alors qu'elle était en désaccord, et elle avait tout à fait le droit d'être en désaccord d'ailleurs. Hein. C'était assez logique d'ailleurs qu'elle soit en désaccord avec ce qui était proposé par le gouvernement. Donc je trouve que c'était la desservir, elle se serait affaiblie, son aura, puisqu'elle a quand même une aura et une certaine... elle suscite l'admiration d'une partie des Français. Je trouve que là, elle s'abîmait en restant au gouvernement d'une certaine façon. En plus, rendez-vous compte que même si le Premier ministre était appelé à défendre le texte de la déchéance de nationalité devant les chambres, c'était aussi une façon de se mettre en retrait qui ne ressemble pas beaucoup à Mme Taubira. C'était pas bien brillant, cette histoire. Pierre Aski. D'abord, l'extrait qu'on a montré, le pot pourri de ces déclarations, montre que c'est une personnalité d'abord d'un niveau intellectuel assez rare en politique, il faut bien le dire, une force de caractère assez exceptionnelle, et que, voyant ces déclarations, cette femme de combat dans l'hémicycle, il était incompréhensible qu'elle reste quand elle était en désaccord sur un point central. Et je pense qu'elle s'est mise en conformité avec ce qu'elle a commencé à dire lorsque le projet de loi a été connu. Et c'est parfaitement cohérent. Et elle redevient cohérente. Là, je suis d'accord avec Yves. Pourquoi cette semaine? Parce qu'elle aurait pu démissionner le 23 décembre quand le projet a été acté. Ça reste un mystère qui n'est pas éclairci, qui soit correspond à peut-être une demande du président ou du Premier ministre pour que ça se fasse de manière relativement sobre, ce qui, même si cette démission a fait énormément de bruit, elle n'a pas ouvert une crise politique. La vie a repris ses droits. Il y a eu beaucoup d'émotions plus que de séisme politique. La question qu'elle pose maintenant, c'est évidemment celle du positionnement de ce gouvernement. On voit bien que le virage sécuritaire passe mal dans une partie de la gauche. Et il passe mal pour une raison simple, c'est que autant tout le monde comprend qu'après les événements de l'année dernière, il y a un besoin de rassurer, de prendre des mesures, de renforcer la sécurité. Mais ce qu'on comprend moins, c'est l'instrumentalisation de ce volet sécuritaire comme point central d'une politique quand tout le reste a échoué. Parce que c'est quand même ça, c'est comme ça que ça apparaît auprès de beaucoup de gens. C'est-à-dire que la politique économique, on le voit bien, ne donne pas les résultats escomptés, même si on se réjouit de la croissance de 2015. Il n'y a pas en tout cas d'effet sur l'emploi. Et tout d'un coup, la sécurité devient l'alpha et l'oméga de la posture gouvernementale. Je voudrais un petit point de détail, pardon Richard. Si elle a démissionné cette semaine, une des explications, c'est que le texte de sa réforme constitutionnelle arrivait en commission des lois à l'Assemblée nationale.
Donc c'est peut-être une explication pourquoi elle a attendu le dernier moment. A-t-elle dans la coulisse cherché jusqu'au dernier moment Peut-être à infléchir. la position de François Hollande et de Manuel Valls? Peut-être, c'est possible. En tout cas, elle n'y serait pas arrivée dans ce cas-là. Bah non. Oui. Vu de l'étranger, si je puis dire, je pense que quand même son départ, alors quelles étaient les conditions effectivement négociées ou pas, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle n'est pas partie le 23 décembre, pourquoi elle a attendu, je trouve que son départ va marquer. Clairement, puisqu'on a quand même l'impression maintenant que ce gouvernement est un gouvernement d'abord un peu aux ordres, où il n'y a plus de débat. Or, traditionnellement, la gauche française voulait faire exister le débat, donc il n'y a plus de débat, c'est tous derrière, au fond, Manuel Valls, peut-être d'ailleurs plus ça que derrière François Hollande. Et en fait, la deuxième chose, c'est que plus de débat à un moment où il en faudrait. Et c'est ça, plus de débat à un moment où la société française, dans la situation où elle se trouve après les attentats et compte tenu des difficultés économiques, où il faudrait qu'il y ait du débat. Et dernier élément, je trouve quand même, on entend beaucoup de gens s'inquiéter du fait que cette gauche-là a renoncé au fond à toutes ses promesses, que la gauche de François Hollande n'a fait que renoncer. Eh bien voilà, c'est la preuve que cette gauche a renoncé. Alors peut-être que les promesses étaient intenables, mais à mon avis, le poids politique de son départ va quand même peser plus lourd que le Premier ministre et le Président de la République ne le laissent entendre. Alors on va regarder des images puisque les Français, une partie des Français étaient dans la rue hier samedi contre l'état d'urgence, contre la déchéance de nationalité. Le départ de Christiane Taubira du gouvernement, qu'est-ce que ça va changer? Peut-être rien. Est-ce que c'est ça aussi la possibilité? C'est un départ quand même qui consacre une chose, c'est qui consacre le fossé aujourd'hui, enfin la rupture en tout cas entre un gouvernement qu'on peut considérer comme un gouvernement de gauche, qui est un gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls, et ce qu'on appelle la gauche, cette galaxie qui est devenue protéiforme entre le Parti socialiste et puis les mélenchonistes. Il y a encore de vastes débats. Je voulais souligner quand même que le départ de Mme Taubira révèle aussi quelque chose de particulier. Enfin, on savait déjà que, évidemment, c'est le cas Manuel Valls. Parce qu'on se souvient quand même quand les écologistes ont quitté le gouvernement, Mme Cécile Duflot disait « Nous partons non pas contre Hollande, mais nous partons à cause de Manuel Valls ». Il semblait que jusqu'à présent, Mme Taubira, c'était encore elle qui adoucissait un peu, je dirais, les pulsions de plus en plus nerveuses de M. Manuel Valls, même si Taubira n'est pas la douceur incarnée, mais enfin, elle tempérait un peu Manuel Valls. Et là, nous assistons de plus en plus à ce spectacle tout à fait anxiogène d'un Premier ministre qui s'obstine, qui s'accouboute comme ça à une loi, parce que derrière cette affaire, il y a quand même la question de la déchéance de nationalité. C'était, je dirais, le désaccord politique majeur évoqué par Mme Taubira. Et Manuel Valls en a fait finalement son affaire. Et surtout, les signaux qu'il renvoie au public, à la population, ce sont des signaux absolument anxiogènes. Cette espèce de nervosité, comme ça, de discours martiaux, et tout ça, ça crée un climat qui lui aussi consacre la rupture entre la gauche du débat et cette gauche obstinée, en tout cas ce gouvernement obstiné. Et on m'a dit, il paraît que dans les coulisses, François Hollande et Manuel Valls sont persuadés que l'histoire leur donnera raison et que même s'ils sont seuls contre tous, un jour, évidemment, Dieu reconnaîtra les siens, c'est-à-dire reconnaîtra leur mérite. Dieu reconnaîtra les siens, enfin, c'est plutôt les électeurs qui devront reconnaître les leurs. Et évidemment, on est à peine plus d'un an de l'élection présidentielle et que l'impact de tout ce qu'on a vu ces derniers mois, que ce soit les départs de ministres précédents comme Montebourg et Hamon sur d'autres désaccords, mais là, ils avaient été chassés, ou la démission de Christiane Taubira, montre l'éparpillement de la gauche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu ces derniers jours également un appel à des primaires à gauche qui est rejeté à la fois par le camp Hollande, évidemment, parce qu'il se considère en tant que président sortant comme le candidat naturel de la gauche, mais aussi rejeté par Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas en entendre parler, qui se prépare, lui, à se lancer dans cette course également. Donc on a une gauche qui part à la bataille éclatée et effectivement, je pense que François Hollande fait le pari que sa gestion sécuritaire de cette période complexe, surtout sachant qu'il y aura vraisemblablement d'autres attentats, d'autres tentatives d'attentats certainement,
finira par convaincre les électeurs français, y compris à gauche, qu'il a le mieux incarné la France pendant cette période compliquée. On va regarder, peut-être, je vais vous donner la parole Yves Tréhard, mais on va regarder une série de une sur cette question de la gauche. Christiane Taubira, donc qualifiée régulièrement comme une icône de la gauche. Les quotidiens français font un même constat. Hollande se passe de sa gauche pour Le Monde. Au revoir la gauche, titre même Le Parisien. La fracture à gauche en une de votre journal, Le Figaro, Yves, tout comme pour le quotidien belge Le Soir, même son de cloche dans les grands quotidiens européens. Est-ce que c'est encore un gouvernement de gauche ? Oui, je dirais que l'histoire Taubira, cet épisode-là, est la traduction en fait de ce qui a toujours existé en France, c'est-à-dire deux gauches. Enfin, toujours existé sous la France depuis les années 60, dans la Ve République. De gauche, avec d'un côté une gauche qui a encore des relents très marqués, inspirés du marxisme, sur des thèses qui sont très précises, très droit de l'homme, très... Hein. Et puis de l'autre, vous avez ce que Mitterrand appelait la gauche américaine, qu'il détestait d'ailleurs, qui était incarnée à l'époque par Michel Rocard. La deuxième gauche, la gauche américaine et tout. Et qu'est-ce qu'incarne Manuel Valls ? C'est précisément cette gauche américaine, reprenait ses discours de la primaire de 2011. Vous verrez, il disait qu'il fallait remettre en question les 35 heures, et cette gauche, qui est la gauche alors social-libérale, social-démocrate, je sais pas, c'est en fait la gauche de François Hollande. Hein. Il faut pas se tromper. Hein. François Hollande, c'est l'école de l'Orient, c'est les transcourants, c'est Jacques Delors, Le Drian, tous ces gens-là, hein, qui ont jamais été d'une gauche très virulente. Et la réalité fait que, eh bien, je pense que cette séparation va aller en s'accroissant. Et à quoi pense Valls aujourd'hui ? Il est très content de ce clash avec Madame Taubira, lui. Parce qu'il pense déjà à 2022. Il est persuadé qu'en 2022, la gauche ne sera pas du tout dans ce contexte. Oui, il y a une équation Valls. Clairement, ce départ, j'allais dire, en vous écoutant, Valls, c'est 3-0. C'est-à-dire, il a obtenu le départ des écolos. Enfin, les écolos sont partis quand il est arrivé. Il y a eu ensuite le départ de Montebourg, deuxième, entre guillemets, victime. Et maintenant, il y a le départ de Taubira. Mais qu'est-ce que Valls a apporté entre-temps ? D'un point de vue électoral, je veux dire, où peut-on aujourd'hui dire qu'il a un bassin d'électeurs ou qu'il a renforcé le bassin d'électeurs autour de François Hollande ? C'est ça la grande interrogation. Qu'il fasse preuve d'autorité et qu'il soit éventuellement crédité de cette autorité dans une partie de l'électorat, notamment à droite d'ailleurs, sans doute, mais... Où est l'électorat ? Valls, c'est quand même monsieur 5% à la primaire de 2011. Donc, il y a quand même une vraie fracture à gauche, pour reprendre les unes, et on voit mal, aujourd'hui, Manuel Valls avoir les cartes pour la résoudre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et peut-être pour terminer sur ce thème, une droitisation aussi de la politique en France, mais pas que, en Europe aussi ? Est-ce que ce n'est pas un glissement ? Mais je pense que le contexte de peur, à la fois vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis du chômage et d'un dérapage de l'économie française, provoque effectivement l'apparition de ce qui apparaît, que ce soit du côté de Valls ou de la droite, comme d'une ligne plus dure. On a même vu Juppé prendre des airs plus martiaux qu'autrefois. Mais je pense que le calcul qui est fait, aussi bien par rapport à la réserve d'électeurs dont parle Richard, le calcul qui est fait par Hollande et Valls, c'est que tout dépendra de qui sera le candidat de la droite classique. Si c'est Nicolas Sarkozy, je pense que Hollande ouvrira le champagne à l'Élysée parce qu'il pense qu'effectivement, la gauche se ralliera à lui dans toutes ses composantes au bout du compte, même si elle n'aura pas apprécié sa gestion, parce qu'elle n'a aucune envie de voir revenir Nicolas Sarkozy aux affaires, comme visiblement une grande majorité des Français. Je pense pas qu'il y ait une droitisation de fait. Je crois que ce sont des choix politiques. Il n'y a pas une fatalité à ce que un gouvernement aille vers la droite parce qu'il y aurait comme ça une droitisation générale de la politique en Europe. Je crois simplement qu'on a affaire à une culture politique qui marque ses limites. La fameuse synthèse, selon François Hollande. Ça marche peut-être au Parti socialiste, au gouvernement, ça ne marche pas. La synthèse ne marche pas. On voit bien, effectivement, qu'il y a cette difficulté, je veux dire, à réunir les contraires. Et François Hollande adore faire ça. Il a fait pendant des années. On voit bien que ça ne marche pas.
et que dans un gouvernement, ça ne fonctionne pas, qu'il faut une cohérence idéologique. Et pour finir, je pense que l'image qu'on a vue cette semaine avec ces caméras suivant Madame la garde des Sceaux, ex-garde des Sceaux, jusqu'à chez elle à vélo, une journée entière a été consacrée à la démission, la mise en scène, je dirais, au cérémonial, au rituel de la démission de Madame Taubira. Ça aussi, ça montre un peu, je dirais, l'affaissement idéologique de ce gouvernement, parce que toutes les caméras étaient branchées sur une démission, sur un départ. Pendant ce temps-là, on se détournait des vraies questions qui agitaient le gouvernement. Cette image de Christiane Taubira à vélo, elle a marqué la semaine. Elle quitte son ministère à vélo. Dans la même situation, on peut se poser la question, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, partirait-il, lui, en VTC, en voiture de tourisme avec chauffeur? L'ironie était de mise cette semaine en France, dans les rédactions. J'imagine ça vous fait sourire. Donc je vois que la question s'est peut-être posée. Donc dans les rédactions, mais dans la rue aussi. Et là, c'est moins drôle, puisque grogne sociale en France cette semaine. Actualité marquée par les grèves des enseignants, des agriculteurs, des contrôleurs aériens et des chauffeurs de taxi. Des chauffeurs de taxi très remontés contre les VTC, ces voitures de tourisme avec chauffeur. Il faut que le gouvernement sache que c'est un SOS qu'on crie. C'est un SOS, on n'en peut plus. Moi, au nom de tous les taxis, que ce soit de France et d'Europe, je me permets de dire que Uber, on devrait l'interdire en France et en Europe. On demande la suppression de l'application définitive aujourd'hui. Et on ne lâchera pas l'affaire. Macron, pour créer l'emploi, il vient nous envoyer, alors tous les jours on est là dans les stations, des gens qui payent même pas leur charge sociale, qui payent ni licence ni rien du tout. Ils viennent, ils prennent nos clients. Attendez, ils disent à nos clients, on est moins cher, mais c'est normal, on n'a pas les mêmes charges. Alors, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé une série de mesures pour mettre fin au blocage. Parmi elles, notamment, le renforcement des contrôles et des sanctions contre les VTC. Ce sont donc maintenant les chauffeurs de la société américaine Uber qui annoncent une grève mardi ou mercredi prochain. À part vous inciter à prendre le bus et le métro, qu'est-ce que vous inspire toute cette affaire qu'on a pu voir cette semaine? Yves. Elle inspire deux choses. D'abord, elle conduit à évidemment réfléchir à ce que sera la société de demain, avec une société, est-ce qu'elle sera aussi ubérisée? Pardon, on n'a pas trouvé d'autres mots, il faudra bien qu'on en trouvera un jour. On va en parler, je pense, c'est l'objet. Mais qu'elle sera aussi ubérisée qu'on le dit. Je lisais un rapport il n'y a pas très longtemps qui disait que finalement il y avait, mais je ne sais pas si c'est la fiabilité de ce rapport, qui était pourtant sérieux, qui disait que grosso modo il n'y avait qu'un tiers des salariés d'aujourd'hui qui étaient vraiment menacés à court terme. Peut-être plus, je ne sais pas. Donc là, c'est un vrai sujet de réflexion. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que moi la réponse de Valls à cette histoire me fait sourire. Le gros problème, qu'il soit de gauche ou de droite, de nos hommes politiques, et je mets peut-être Macron. Alors pour le coup, je suis pas du tout, c'est pas du tout une idole pour moi. Hein. Je suis pas dans la macronite aiguë. Qui de ce personnel politique s'inquiète? Il nous parle sans arrêt d'échéance de nationalité, de tout ça. Mais qui réfléchit et qui essaye d'anticiper ce que sera cette société de demain pour faire en sorte, parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc, pour faire en sorte que la transition entre des métiers qui risquent pour certains de disparaître à petit feu et d'autres de naître, pour faire en sorte que tout ça soit acceptable, accepté, compris par les Français. Mais personne, vous les entendez ? C'est le désert. Alors je dis pas que c'est à eux de réguler, parce que c'est certainement pas moi qui vais vous dire. Enfin, de réguler, si réguler, mais c'est pas à eux de penser à tout. Mais quand même, je trouve que ce sont des sujets capitaux pour notre avenir, qui inquiètent beaucoup les Français, qui inquiètent beaucoup les jeunes aussi. Enfin, eux qui sont plutôt en appétit pour ça. Et on a l'impression que le discours politique est complètement décalé par rapport à ça. On est en train de vivre une transformation historique de nos sociétés, de nos économies, des mentalités, des comportements. Et la technologie joue un rôle clé. Et ceux qui le comprennent sont aujourd'hui les acteurs de ce changement. Et pourquoi on parle d'ubérisation? Parce que Uber est arrivé... Alors, pour la petite histoire, Uber est né, le fondateur d'Uber était à Paris, il ne trouvait pas de taxi, et il s'est dit, ça serait bien d'avoir un service un peu plus pratique pour avoir des taxis. Et en rentrant aux États-Unis, il a créé Uber. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est efficace, parce que ça rajoute un petit supplément d'amabilité et de service que les taxis parisiens, il faut bien le dire, il ne faut pas généraliser absolument, mais n'avaient pas. Et ils ont trouvé à la fois du côté des usagers une réception formidable et
du côté d'une partie de la jeunesse de banlieue, puisque la plupart des chauffeurs sont issus de cette catégorie de la population, une opportunité de rentrer dans la société. Il y a une petite porte qui s'est ouverte pour des gens à qui elle était totalement fermée. Alors après, c'est là que le rôle de l'État devrait rentrer en considération. C'est que, effectivement, les conditions sociales sont souvent inacceptables et que cette précarisation du salariat n'est pas nécessairement souhaitée. Mais c'est là qu'au lieu de faire ce que fait Valls en ce moment, c'est-à-dire, en gros, chaque fois qu'un lobby parle plus fort, on prend des mesures répressives contre l'autre côté jusqu'à ce que... Enfin, on va voir s'il va céder maintenant au lobby des VTC. L'État devrait garantir que cette transformation se fasse dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans tuer nécessairement les taxis qui sont les héritiers d'un système qui est arrivé en bout de course, et de l'autre côté, surtout ne pas empêcher l'innovation qui est aujourd'hui, parce que là on parle d'Uber qui est une société américaine, mais on a des équivalents français, Blablacar, Drivey, il y a un nombre d'entreprises françaises qui sont engouffrées dans cette nouvelle façon de faire de l'économie. Il n'y a pas que les taxis. Et on en revient à l'équation Manuel Valls dont on parlait avant. Bien entendu, il ne s'agit pas de lui demander de tout résoudre, mais quelle est la vision de son gouvernement et quelle est sa vision à lui? Parce qu'on comprend que Emmanuel Macron a une vision. En tout cas, il est crédité d'une certaine vision sur ces sujets, il voit clair, et d'ailleurs, il est contesté par les chauffeurs de... Mais Manuel Valls, quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il offre comme vision pour les années à venir à ces différentes catégories? Et là, moi, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on a un Premier ministre qui s'est calé dans un rôle d'ultra-sécuritaire et qui a complètement basté, pardonnez-moi l'expression, sur des sujets d'économie, sur des sujets de révolution de la vie de tous les jours qui sont les plus importants pour les Français. S'il y avait une alternance, s'il y avait une alternance politique dans 2017, je suis curieux de voir quelles seront les réponses apportées par la droite. Parce que si elle n'a pas réfléchi à ça, ça veut dire qu'elle n'a rien compris. Hein. Je suis un peu inquiet, moi, pour vous dire la vérité. Vous pouvez être inquiet. Yves Théa parlait tout à l'heure de régulation, mais l'État ne régule plus, c'est ça qui est inquiétant. Il est dépassé lui-même. Parce que, je crois qu'on n'a plus d'État régulateur, parce que je m'attendais d'ailleurs à ce que Piaski parle de triomphe du libéralisme, parce qu'on est en plein là-dedans. On est au fond dans les conséquences, alors certains parlent de vertu évidemment, de l'économie de marché. L'économie de marché débridée, et c'est la logique même, je dirais, d'une société capitaliste. On est en plein dedans. Sauf qu'on n'a pas prévu évidemment certaines conséquences qui sont funestes. C'est-à-dire qu'au fond, que se passe-t-il? C'est une société, c'est un système qu'on a tous, que beaucoup ont applaudi à la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin, le tout libéral, etc. Or, on voit bien que ce système profite à certains pendant quelques temps, arrive d'autres sur le marché qui évidemment s'emparent de nouvelles technologies, notamment pour détruire les précédents qui évidemment perdent des parts de marché. Alors les nouveaux Uber, eux aussi seront peut-être détruits par les prochains. Nous avons une logique au fond. Alors certains parlent avec beaucoup de poésie de société de partage, mais en réalité on est dans une logique où, au-delà du partage, ce sera peut-être la gratuité d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une logique qui va jusqu'à l'absurde, cette économie du marché. Je pense que c'est ça. C'est peut-être là qu'on trouve le véritable échec de François Hollande depuis qu'il a été élu. C'est qu'il a été élu sur un malentendu. Il est arrivé pour gérer de manière classique une reprise économique après une période de crise, avec son idéal de redistribution par certains côtés. Et c'est pas ça qui s'est passé parce qu'on est dans un moment structurel de bascule économique et que, un, il ne l'a pas vu venir, et deux, il n'a pas de réponse. Et la classe politique, et c'est là que je rejoins Yves, je ne vois pas beaucoup du côté des Républicains, et encore moins du côté du Front National, une véritable réflexion sur ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, malgré nous, et parfois de manière pénible et douloureuse. C'est un bouleversement en profondeur de l'économie ou c'est une mode passagère? Non. C'est une révolution. Enfin, notamment, on peut en parler quand on est journaliste, parce que depuis Gutenberg, il n'y a pas eu une autre révolution. Enfin, et c'est une révolution qui est extraordinaire parce que elle concerne tous les secteurs d'activité. Enfin, il n'y a pas un secteur qui peut se dire à l'abri, même les professions libérales. Regardez, alors les chirurgiens, je ne sais pas, peut-être pas, mais en tous les cas, les avocats, les notaires sont menacés aussi d'une certaine façon. Mais nous aussi, nous avons été menacés, nos journalistes, parce qu'on le dit passé. Ce métier a profondément évolué depuis 30 ans. On a vu disparaître des photocomposeuses, des photograveurs, enfin, l'ordinateur qui a fait son éruption dans nos métiers. Et le prochain kiosque sera fait avec des robots. On en parlait la semaine dernière. Non, mais encore une
fois, je crois que c'est là le vrai défi. C'est-à-dire, pour un gouvernement aujourd'hui, pas pour la totalité des ministres, mais pour un certain nombre de ministres concernés, l'économie, les finances, les transports, c'est de réfléchir et de proposer aux Français des solutions, ou en tout cas des voies pour s'adapter à cette société de demain. Et moi, je suis très inquiet sur le fait qu'il n'y a pas ça. Et que la seule réponse, au fond, tant du côté des contestataires, quels qu'ils soient, parce que les uns descendent dans la rue les uns après les autres, que du côté du gouvernement, c'est l'État. On revient toujours vers l'État. Sauf que Hubert démontre que ce n'est pas l'État qui a les clés. Et que justement, peut-être les consommateurs, parce que c'est une façon de consommer, le consommateur peut devenir acteur, arbitre, mais il peut aussi trouver du travail quand le marché de l'emploi est bouché. Est-ce qu'il y a un risque aussi de précarisation de l'emploi, parce que en attendant, il y a 70 000 emplois, grosso modo, enfin, d'après les estimations, qui ont été créés avec l'ubérisation de la société, enfin, en tout cas avec la VTC notamment. Mais c'est ce qu'on appelle la croissance destructrice. L'un des problèmes, et c'est là que l'Europe aurait tout son sens aussi, c'est par rapport notamment à la question fiscale. Parce que ces sociétés, Uber, Google, Amazon, etc., ont mis au point des stratégies d'optimisation fiscale qui privent effectivement les États de recettes dont ils ont besoin, et qu'ils jouent là-dessus sur toutes les failles de la construction européenne. Et là encore, on est dans la question de la régulation et que c'est à l'échelle européenne que ça devrait se faire, parce que moi, je suis pour effectivement permettre cette innovation, mais qu'il y ait des règles du jeu. Et aujourd'hui, elles ne sont pas fixées. Et il risque d'y avoir une ubérisation de la politique aussi. Tout à fait. Oui. Parce que vous allez voir que le personnel politique va être complètement dépassé justement par cette société civile qui n'a plus confiance dans ses représentants politiques. Enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est quand même ça. On est dans une crise de confiance énorme. Et donc, les citoyens veulent se prendre en charge et puis prendre leur destin en main. Et il y a une certaine ubérisation de la politique. Et j'étais assez étonné l'autre jour de voir d'ailleurs que Emmanuel Macron avait dit « mais on n'a pas besoin de se faire élire ». Enfin, il a eu une phrase qui a été jugée très malheureuse, évidemment, mais qui, à mon avis, n'est pas complètement fausse. On devrait l'étudier. Et pour terminer là-dessus, parce qu'il ne faut pas aussi changer un petit peu les mentalités. Voilà ce que déclarait la semaine dernière le fondateur de Uber, à qui on demandait de passer à la caisse pour payer la casse. Là, on parle des VTC. Les fabricants de voitures ont-ils payé pour la disparition des chevaux? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une bonne question. Oui. Et franchement, c'est une partie de l'équation aujourd'hui. C'est que, et c'est là que peut-être dans l'affaire des taxis, puisque les taxis... le système sur lequel reposaient les taxis, c'est-à-dire cette licence, cette plaque qui coûtait très cher. Et qui à l'origine était gratuite, semble-t-il, et qui ensuite, par une succession... C'est devenu l'assurance retraite des taxis. C'est un peu les chevaux de cette équation des taxis. Et qui effectivement, on ne peut pas dire on va sacrifier les chauffeurs de taxi et les passer à la case de cette manière. Et c'est là que effectivement, l'État doit, à mon avis, c'est une tradition française, mais il n'y a pas d'autre acteur possible, accompagner cette transition. Et les chauffeurs de taxi pourront dire aussi on achève bien les chevaux. Et c'est ça. Non, j'ai pas pu. Ceci pour rester sensible quand même au drame humain que vivent les taxis quand même. Peut-être on va rebondir là-dessus. Par ailleurs, pour terminer rapidement. Ce qui est vrai pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont loin de Paris, c'est que le spectacle dans Paris de ces files de taxis, alors qu'il y a à peine 2-3 ans, on était toujours notamment le week-end, le soir, en mal de trouver un taxi. Quand vous voyez un samedi soir dans Paris des files de taxis dans les principales stations parisiennes, alors qu'au même moment les VTC sont pleins et que tout le monde appelle le VTC depuis son smartphone, c'est incontestable que la révolution a été énorme. Le mot de la fin, la conclusion pour vous, Yves Trer. La conclusion, c'est que c'est passionnant. C'est-à-dire que, évidemment, il y aura de la casse, mais il y a jamais, c'est jamais facile. Mais c'est quand même, on vit un monde passionnant. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que, justement, on vit une période charnière, une espèce de révolution. Et nous autres qui sommes des observateurs, puisqu'on est journalistes, on est là pour regarder. C'est quand même assez intéressant. Et je crois que Dilem serait d'accord avec vous. Ah bon? On va regarder ces dessins. Regardez, on l'aime beaucoup tous ici. Vous allez voir, il nous fait un petit résumé de la semaine d'un coup de crayon. Il revient, on en a parlé ici, sur la démission de Christiane Taubira. Champagne pour tous, chez les opposants au mariage pour tous, dont elle était la bête noire. Contrat et diplomatie, le président iranien en tournée en Europe cette semaine. Alors, lors de sa halte
à Rome, des statues dénudées ont été cachées. Pas à Paris, où les cartons servent à abriter des sans-domicile. C'est le petit coup de crayon acide de Dilemme. Frappés avant d'entrer, chapeautés par l'ONU, régime et opposition syrienne tiennent des discussions indirectes incertaines pour tenter de mettre un terme à 5 ans de guerre, plus de 260 000 morts et des millions de déplacés. L'hiver est clément, alors les Syriens comme d'autres continuent à tenter la traversée de la Méditerranée. Les naufrages s'enchaînent, 37 morts, surtout des femmes et des enfants, hier samedi entre la Grèce et la Turquie. Et enfin, le virus Zika, transmis par les moustiques, se propage de manière explosive sur le continent américain, d'après l'Organisation mondiale de la santé, qui se réunit demain lundi en urgence. Chez les femmes enceintes, le Zika peut être transmis au fœtus. Et on en reparlera dans Kiosque et de tout ça avec vous, j'espère. À très bientôt. Et merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. Vous nous retrouvez évidemment, comme toujours, sur Facebook, sur Twitter. Et je vous dis à dimanche prochain.